En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute expatriation et voyage avec des acteurs du football. Partons ensemble à la découverte de nouvelles cultures, de rencontres, d'expériences de vie autour de ce langage universel qu'est le foot. Dans cet épisode, je reçois Annabelle Creuset, auteure de lexique bilingue du vocabulaire du football, sous la marque Kick-Off United. Son étonnant parcours a toujours allié sport et voyage. Diplômée en droit international, en journalisme, puis en enseignement du français langue étrangère, elle a été pendant ces 5 dernières années formatrice en langue, traductrice et interprète pour les joueurs et le staff des Girondins de Bordeaux. Durant notre échange, Annabelle nous fait découvrir avec passion son rôle et ses méthodes pour accueillir et intégrer au mieux ses joueurs et staff étrangers. Un voyage dans un club de foot professionnel, milieu multiculturel où cohabitent des gens du monde entier. Bonne écoute! Bonjour Annabelle, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci, et toi? Ouais, très bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Grand plaisir, ça fait plaisir de t'accueillir, que tu découvres un peu Bordeaux. Exactement, parce qu'on est à Bordeaux, on parle à une vraie bordelaise. Ouais, du sud-ouest en tout cas. Du sud-ouest en tout cas. Donc voilà, je vais te laisser te présenter et on va commencer après à parler de foot, de voyage, de sport, d'expatriation, de traduction. Ça va être un voyage incroyable. Allez, je te laisse te présenter. Je m'appelle Annabelle Creuset, j'ai 37 ans et donc voilà, je viens de Bordeaux, de toute la côte ouest entre l'Inde et Pays Basque. Voilà. Tu peux un peu nous expliquer ton parcours et pour voir comment tu es arrivée dans ce monde du foot? Oui, alors c'était pas du tout à la base mon objectif ou quelque chose à quoi je pensais. J'ai commencé moi par le droit à Bordeaux. Je suis partie aussi en Erasmus en Angleterre. Là, j'ai rencontré vraiment des personnes du monde entier. J'ai vraiment adoré cette expérience. Et j'ai réussi à repartir en 5e année de mon Master 2 de droit international au Canada. Donc là, j'étais à l'Université de Montréal. Et pareil, j'ai découvert un autre pays, autre culture. Et comme j'étudiais le droit international, pour moi, c'était super de l'avoir étudié en France, en Angleterre et au Canada. Voilà, et en fait, moi, je voulais être journaliste spécialisée dans les droits de l'homme. Ok. Et pour ça, tu es rentrée par le droit? Ouais, je suis rentrée par le droit. Et donc, je suis partie à Aix-en-Provence faire un autre Master 2 qui s'appelait droit et journalisme. Et je savais que je pouvais être sélectionnée dans ce master pour entrer à l'école de journalisme de Toulouse. C'est pour ça que voilà, j'ai tout donné. Et donc, j'ai réussi à rentrer à l'école de Toulouse en dernière année. Donc, super expérience. Donc, tu avais atteint ton objectif initial. Oui, j'avais atteint ça. C'était magnifique, vraiment. J'étais très, très, très contente. Et j'ai gagné le prix de l'école de journalisme de Toulouse avec un petit documentaire. Donc là, ça m'a permis d'acheter un petit peu de matériel. Et voilà, c'est ça. J'ai commencé à être un petit peu journaliste. J'ai beaucoup bougé à La Réunion, en Martinique. J'ai travaillé là, pour le coup, ça combinait tout. J'étais à la Cour pénale internationale au sein du bureau du procureur. Donc là, je travaillais pour le bureau du procureur avec des journalistes du monde entier qui ne connaissaient pas très bien le droit, donc qui posaient plein de questions sur les procès. À La Haye. À La Haye, oui. Ouais, à La Haye. Et voilà, après, je suis partie en Martinique, ensuite à Paris. Je travaillais c'est marrant, dans un voyage, tu mets Paris. Tu sais, ouais. Ah oui, pour moi, c'est comme une expérience à part, ouais. J'ai travaillé à RFI, à l'antenne Afrique, et puis à Slate Afrique un petit peu. Voilà, j'avais passé des entretiens pour travailler à la télé, parce que j'adorais, moi, tout ce qui était reportage télé et tout, mais j'ai découvert un milieu très, très, très différent de ce dont on m'avait parlé. Donc, j'ai été un peu déçue. Et voilà, j'ai décidé de faire un métier, en fait, qui me permettrait de voyager. Je me suis dit, pourquoi pas prof de français? Je me suis lancée là-dedans. J'ai refait un autre master à Bordeaux, j'étais obligée, parce que mes études ne correspondaient pas avec ce boulot. Et voilà, là, je travaillais toujours à côté. Donc dans des assos, au rugby, à l'UBB, à l'équipe de Bordeaux, à l'Alliance française de Bordeaux. Je suis partie en Espagne aussi, en Tanzanie. Comme prof de français à l'Institut En Espagne, c'était à l'Institut français. En Tanzanie, c'était à l'Alliance française à Arusha. Et après, dans une école internationale, à Arusha aussi. Et là, c'est super parce qu'ils ont pris mon passé de juriste en droit international en compte. Et donc, j'ai bossé à la Cour africaine des droits de l'homme avec le greffier, avec le DRH du tribunal pénal international pour le Rwanda.
C'était voilà, et à côté au guide Maasai qui montait le Kilimandjaro à des enfants d'expatriés. J'avais un public super varié. Souvent, c'est le cas, non? Dès qu'on parle d'Afrique, tu as plein d'expériences, tu as besoin d'être un peu couteau suisse. Non, ouais, c'est ça. Et moi, c'était super. Ça correspondait bien à mon parcours et tout. Donc, j'ai pu combiner en fait mes compétences. Ouais. Et c'était génial. Très, très intéressant pour moi. Et comme j'avais étudié en plus ces cours, ces tribunaux depuis ma fac, ben là, j'étais sur place, quoi. C'était génial. On voit que ta vie, c'est le voyage. Oui, depuis tout petit, en fait. Mes parents nous ont fait voyager avec mes frères depuis tout petit. Et puis, c'était chouette parce qu'ils nous apprenaient à dire bonjour, merci, au revoir dans la langue. Et donc, rien que ça, même en grec, je m'en souviens encore comment on disait merci de rien. Et c'est marrant parce que c'était une belle ouverture que nos parents nous ont donnée tout petit. Et pour le ramener à notre sujet, le sport, pour l'instant, on n'a pas... Ouais, ça aussi. Pareil, depuis petit, vraiment petit. Mes parents sont passionnés de sport, très sportifs. Et pareil, avec mes frères, allez hop, tout ça allait nager à l'océan, le surf, le tennis. Comme ça, on faisait le sport tous les 5. Et après, chacun, mon petit frère s'est spécialisé dans le tennis, mon grand frère dans le surf, moi plutôt en équitation. C'est le sport, je suis montée assez haut niveau. Et ouais, ça a fait partie de ma vie tout le temps. C'était un super équilibre à côté des études, de droit notamment. C'était vraiment dur pour moi. Et à côté de ça, j'avais mes compètes, mes entraînements. C'était ma petite bulle d'air, quoi. C'était magnifique, quoi. Avant de parler, parce que t'es resté longtemps après au club de Bordeaux. Mais d'abord, je voulais commencer par, avant de parler de cette expérience où tu as été prof de français et beaucoup plus, on verra après. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu ton projet qui fait complètement sens avec ce podcast, qui n'est pas juste un projet, c'est ton activité en ce moment. Oui, en fait, j'ai créé un lexique bilingue de tout le vocabulaire du football, enfin de beaucoup de vocabulaire. Donc moi, j'essaye de mettre le maximum de mots en plusieurs langues. Donc de croiser les langues, donc français-anglais, français-espagnol, anglais-espagnol, en argentin, en italien, en arabe. Avec les accents et les... Oui, parce qu'en fait, entre l'argentin et l'espagnol, il y a vraiment de grosses différences dans le foot. Et oui, souvent on m'a demandé mais pourquoi un spécial argentin, mais en réalité, non, c'est indispensable, je pense. Et c'est ça, et d'essayer en fait que les personnes puissent partager leur passion et que sans que la langue en fait soit un frein, c'est tellement dommage. Et dans ce sport qui est tellement mondialisé, pouvoir suivre, je sais pas, son joueur préféré à la télé, écouter les matchs dans une autre langue, c'est super, quoi. Tu crois pas vraiment à ce qu'on dit de toute façon, le foot, c'est un langage universel. Et sur le terrain, ça c'est vrai. C'est le talent qui parle sur le terrain. Mais à côté, quand on veut partager ça avec quelqu'un, je trouve ça sympa de pouvoir en parler. Mais les joueurs sur le terrain, oui, c'est le talent qui parle pour moi. C'est le talent, mais après, tu dis quand même un joueur, il a besoin de connaître les notions de la langue. Oui, en tout cas pour comprendre ses partenaires, ses coéquipiers, de comprendre aussi le coach. Mais bon, quand il a le ballon, c'est lui qui décide. Donc, tu dis pas que c'est ton livre qui marque le but. C'est pas mon livre qui va faire marquer des buts. Ça va contribuer peut-être en amont très haut, mais non. Donc c'est des lexiques, c'est des livres en fait, oui. Où tu traduis selon des thématiques. Exactement. Les termes. Oui. J'imagine un boulot de fou, non? Oui, c'est un gros boulot. En fait, c'était quand j'étais donc du coup traductrice, interprète, prof de français et d'anglais. Pour faire ces cours ou ces interprétariats et traductions, j'ai compilé pendant 4-5 ans maintenant un maximum de mots dont j'avais besoin pour préparer mes cours et puis les conférences de presse, tout ça. Et à force de compiler, oui, je me suis dit comment organiser ça, pas faire juste un lexique par ordre alphabétique, essayer d'illustrer pour que ça corresponde aussi à ma méthode un peu. J'aime bien, moi, quand c'est ludique, quand c'est agréable. Donc j'ai essayé de classer ces mots en 8 rubriques, de trouver un illustrateur. Donc j'ai eu la chance de rencontrer, il s'appelle Bernard de Belbeis, qui a un talent incroyable. C'est une énorme chance d'avoir pu travailler avec lui sur ce projet. Faire les traductions avec des personnes natives aussi pour être sûr des mots, sinon je les mets pas. C'est ça l'idée, d'avoir un outil qui est précis, qui est actualisé constamment par les retours des personnes. Et ouais, qui est vraiment sympa, quoi. Et ça marche. En tout cas, il y a un intérêt, non? Là, tu l'as lancé il y a pas... Ouais, il y a très peu de temps. Il y a très très peu de temps. J'avais fait une première édition, mais j'en avais très peu parlé parce que je suis assez perfectionniste et je voulais aller un petit peu plus loin dans sa création. Et là, depuis janvier-février, oui, j'ai pas mal de demandes. C'est parti aussi un petit peu en Europe, en Finlande, parce qu'il n'y a pas de limite, en fait. Parce que même si un Argentin, il va en Angleterre ou un Espagnol...
En Italie, un C'est jour, ça. bah après, oui, tu pourras faire dans toutes les langues. Oui, y a c'est pas de ça, limite. c'est juste le temps. Ouais. La limite, c'est le temps pour moi parce que comme je le conçois vraiment moi-même, ça prend beaucoup de temps. En fait, j'ai le vocabulaire. Après, je dois concevoir le bouquin. Et là, j'ai des demandes, oui, en portugais brésilien, en italien, en anglais italien. Moi, je travaillais là sur la version français-italien parce que j'ai un joueur en Italie qui me l'a demandé, que je connais bien. Mais en fait, d'autres me le demandent en anglais-italien, donc il faut aussi que je planifie tout ça. Là, c'est lesquels les projets? Le prochain, c'est anglais-espagnol et espagnol-anglais. Ok. Le français-argentin est quasiment fini. Et le français-italien a bien avancé. Là, j'ai un ami, Khaled, qui est syrien, qui est en train de s'occuper de la traduction en arabe. Voilà, donc là, j'avais besoin de lui parce que ça sera écrit en arabe et à côté, une colonne pour la prononciation. Tu veux lui faire passer un message qu'il a encore plus besoin de lui maintenant? Non, il le sait. Il le sait. Il le sait. Mais c'est ça, en fait, le plaisir pour moi dans ce projet, c'est que je travaille avec des gens extrêmement passionnés, motivés, qui entrent complètement dans ma philosophie de travail. Parce que l'idée, c'est pas du tout business, c'est essayer d'aider le maximum de personnes et que les ventes permettent de payer d'autres traducteurs, développer d'autres langues, imprimer plus de livres. C'est ça, participer à des opérations caritatives. On m'a contacté là pour l'île Maurice pour le mois de juin. C'est avec grand plaisir pour que des enfants qui n'ont pas accès justement à l'anglais ou au français puissent apprendre le vocabulaire de leur passion. Donc c'est ça qui est génial. Dans les clubs, il y a de plus en plus de joueurs étrangers, d'internationaux, de langues, non? Le français n'est plus la langue unique dans un club. En tout cas, là, à Bordeaux, quand j'ai commencé, moi, en freelance, il y avait déjà pas mal d'étrangers. Et après, quand j'ai commencé mon CDI il y a 2 ans, là, c'était impressionnant le nombre d'étrangers. Oui, mais je pense que c'est dans tous les clubs, ouais. Oui, voilà, dans tous les clubs, exactement. C'est tellement mondialisé et c'est ça qui est génial, quoi. Chacun arrive avec sa conception du foot, sa langue, sa culture, ça apporte énormément, ouais, à tout le monde. Rentrons un peu aussi dans ton expérience à Bordeaux, parce que ça va venir alimenter tous ces sujets-là. Donc toi, au début, il y a 5 ans, oui, c'est ça. Tu as commencé en étant prof de français externe un peu. Donc. Voilà, j'avais postulé pour savoir s'il y avait besoin de cours de français et voilà, on m'a dit que oui. Donc au début, j'avais 3 joueurs, dont Malcolm. Ah ouais. Tu étais focus sur 3 joueurs. Voilà, ouais, parce qu'il y avait 2 autres profs. Et puis finalement, j'étais toute seule la saison d'après, donc tous les joueurs m'étaient confiés. J'avais les joueuses de l'équipe féminine aussi, quelques personnes du staff qui voulaient apprendre l'anglais pour le coup. Dans l'autre sens, pour voilà, les gens, ils dans en l'autre profitaient. Sens, ça c'était super, je trouvais ça chouette, c'était une belle ouverture d'esprit. Et puis, on me demandait pas mal de traduire des documents sportifs et administratifs, puis d'accompagner les joueurs en conférence de presse. Quand il fallait acquérir d'abord un certain niveau de français, puis les accompagner sur les conférences. Et tu faisais de la traduction simultanée, ouais. Ouais. Ça, c'était pas facile parce que c'est pas ma formation, la traduction non plus. Mais voilà, moi, j'adorais bosser et j'étais très contente. J'ai appris énormément. Ouais. C'est un exercice vraiment difficile. C'est vraiment à part l'interprétariat, savoir prendre les notes et tout. C'était un énorme challenge pour moi. Tu as aussi le stress et la pression médiatique. C'est ça, exactement. Et là, c'était sympa parce que le club a toujours été d'accord pour me laisser parler avec le joueur avant. Parce qu'entre un joueur qui vient, je sais pas, du Nigeria, de Grande-Bretagne, croate, sans le connaître du tout avant de commencer la conférence de presse, c'est pas facile. Donc j'avais un petit quart d'heure pour parler avec lui. Déjà me présenter, lui dire je serai ta prof de français, voilà, on rigole un petit peu, on arrive à la conférence décontractée. Souvent c'était leur première conférence aussi, donc les pauvres, ils étaient tous stressés. Et puis voilà, ça s'est toujours bien passé. Je travaille beaucoup en amont sur tout leur parcours pour être sûre d'avoir toutes les infos. Ouais, non, jusque T'as pas un joueur qui est arrivé qui s'est trompé du nom de club, il a dit je suis content d'arriver à Lyon. Traduit. Non, parfois je mettais au féminin, je disais je suis très heureuse, heureux. Donc, ça m'arrive 1 ou 2 fois, ça fait rigoler, puis bon, c'est bon. Et tu peux justement aussi nous expliquer un peu comment ça se passe. J'ai plein de questions, mais comment ça se passe dans un club de foot, les cours de langue? Un joueur, nous on l'imagine, il va s'entraîner, il finit fin de matinée, il rentre chez lui. Comment ça se passe dans un quotidien de club, ces cours déjà? Est-ce que c'est obligatoire pour les joueurs étrangers? Oui, pour les joueurs à Bordeaux, c'est obligatoire, les joueurs étrangers qui arrivent.
Donc c'est un challenge pour moi parce que on leur dit t'as l'obligation d'apprendre. Donc moi je me dis mince, c'est jamais facile. C'est pas facile. Tu préfères que ça soit par plaisir. Heureusement à chaque fois ils ont continué. Une fois que la session c'était 15 cours je crois était passée, on a toujours continué. Donc ça, ils ont inclus obligatoirement, ils ont 15 sessions. Oui, il me semble que c'était 15 cours d'1 heure et demie qui étaient calés. Et puis après, ils peuvent continuer. En tout cas, quand j'étais en freelance, ça marchait comme ça. Ils renouvelaient comme ça les contrats. Et donc je rencontre le joueur. Moi, j'aime bien le rencontrer avant le premier cours parce qu'il y en a qui ont un petit peu appris, qui ont des petits souvenirs à l'école, ça dépend d'où ils viennent. Donc on se rencontre, on établit un peu un programme ensemble parce que moi, j'aime m'adapter aux joueurs en fonction, s'il adore, le shopping par exemple, rapidement on va mettre les vêtements, tout ce vocabulaire. S'il adore aller au resto avec sa copine, en fait j'aime bien adapter mon programme. J'aime pas leur dire voilà on va faire ça. C'est ensemble, qu'est-ce qui te plaît, par quoi on adapte. Et tu faisais aussi justement via le lexique, mais tu faisais aussi des cours spécifiques foot? Ah oui, on a toujours mélangé. Tu mélangeais un peu tout ça? Ouais. Quand il n'y avait pas leur copine, du coup c'était plus facile pour moi. On faisait presque moitié-moitié. Et quand il y avait la copine ou la famille, je prévenais. Puis en général, les familles ou la copine, ils aiment le sport. Donc c'est pas grave, on fait une petite partie de cours sur le terrain, l'équipement, tout ça, petit à petit, les gestes techniques, des quiz. Et en fait, j'aime bien responsabiliser aussi la famille. Ou la copine, c'est elle qui fait les cartes, moi je me mets un peu en retrait et puis c'est eux qui se posent des questions, qui se répondent entre eux, et comme ça quand je suis pas là je me dis peut-être qu'ils parce que je leur laisse moi les jeux souvent que je crée, et comme ça pendant la semaine ils sont autonomes quoi. J'essaie de leur donner ça aussi. Et ils apprennent assez rapidement? Oui, en fait moi j'essaie de faire, ma méthode c'est assez ludique et efficace, en tout cas c'est ce que je vise, qui s'amusent, qui viennent en cours avec le sourire, ils savent qu'on va jouer, que ça va être sympa. S'ils arrivent en me disant Anna, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je leur dis c'est pas grave, si tu veux on fait une demi-heure, je suis là pour toi. Donc, et à ce moment-là, souvent quand je dis ça, en fait c'est rigolo parce que j'arrive à faire mon heure. Ça se passe bien, ils se relâchent, ils se disent bon ça va, et puis on arrive à faire l'heure. Au début c'était 1h30 les cours, mais après quand j'ai eu beaucoup de joueurs, je pouvais plus faire 1h30, donc on faisait 1 heure. Et ils venaient, tu avais des rendez-vous, ils s'enchaînaient, ils venaient, parce que c'est tout le temps individuel ou c'est individuel. Non, j'essaie après quand ils ont à peu près le même niveau et qu'il n'y a pas de famille. Moi, j'adore les mettre ensemble. En cours, c'est hyper sympa. Et puis, du coup, ils créent d'autres liens qu'il n'y a pas forcément au vestiaire. Et oui, souvent, j'essaie de le faire à deux. Alors, quand ils sont deux, quand j'étais en CDI, j'avais mon bureau. Donc là, c'était bien parce qu'en sortie d'entraînement, ils venaient. C'était plus facile, mais moi j'aime bien quand même quand ils ont entraînement le matin, qui déjeunent, il y a la sieste et venir aussi après. Ça j'ai essayé aussi. Ils devaient revenir au club? Non, c'est moi qui allais chez eux. Ah ouais. Et... Ça, toi, t'étais libre, c'était toi qui faisais un peu ton planning? Non, j'étais complètement autonome. Le club me faisait entièrement confiance là-dessus et j'étais complètement libre, autonome de m'organiser comme je voulais. J'aimais, moi, tous les 3 mois faire un bilan, voilà. Parce qu'en plus, le français, ça se voit si les gens parlent ou parlent pas, donc... J'avais pas de... C'était facile. Oui. J'ai lu un article où tu disais il y a beaucoup de joueurs qui ont un peu un blocage psychologique justement avec le prof, avec l'école un petit peu, non? Toi, c'était ton objectif, casser tout ça. Exactement. Oui. Et pas que des joueurs, aussi des personnes du staff. C'est rigolo parce que parfois, il y a des coachs qui ont quand même... qui sont plus âgés, 40, 50 ans, et ils pensent qu'ils sont plus capables d'apprendre. Et moi, c'est génial, ça me stimule beaucoup de leur montrer que bien sûr que si. Et voilà, ou alors c'est le stress de l'école, des examens, des notes, des cours de grammaire horribles, de cette hiérarchie prof-élève qui était insupportable pour eux. Et donc, ils arrivent souvent, la première rencontre, un peu stressés. Et moi, j'essaie de leur dire que non, le cours, c'est pour eux, qu'on va jouer. Je sais que c'est un public de sportifs, jeunes. Donc, il faut les intéresser. C'est à moi à les intéresser. C'est pas eux à s'adapter à moi. Donc... tout le temps les stimuler, mettre des petits chronos dès que je peux, des cartes, des dés, des challenges, et c'est génial. Tu dis que dans le foot encore plus, tu as besoin de leur mettre ces petits challenges. Ouais, je pense avec les sportifs en général, parce que quand je travaille dans le rugby, je l'ai fait aussi. Et c'est des compétiteurs, quoi. Donc, et moi, je suis très compète, en tout cas, pour le sport. Et c'est pareil, on me met un chrono, un truc, je m'excite pour donner le maximum de mots et tout, et c'est vraiment rigolo. Et à chaque fois, on essaie de faire des petits challenges, un peu moins de temps la dernière fois, la fois d'après, pour
pour donner par exemple le vocabulaire du corps, tout ça, il y a plein de cartes et ouais, c'est génial, c'est ça. En fait, c'est les stimuler, les faire jouer. Et est-ce qu'il y a t'as comme ça un cas de quelqu'un qui t'a vraiment surpris de sa vitesse d'apprentissage d'une langue comme ça? Oui, Malcolm, en plus pour moi c'était un de mes premiers, j'avais 3 joueurs à cette époque et Malcolm a été impressionnant sur sa vitesse d'apprentissage. Bien sûr, il est vraiment très intelligent et aussi c'est surtout qu'il avait une personnalité qui fait qu'il n'avait pas peur de se tromper. C'est ça qui est difficile avec certains joueurs ou n'importe quel public, c'est la peur de se tromper dans les langues. On a tellement été cassés par les profs à bien prononcer, à pas faire d'erreurs. Moi, ça m'est égal. Mon but, c'est qu'ils puissent parler. Même si, qu'ils se lâchent, même si on fait des erreurs, on en rigole. Moi, parfois, je parle leur langue aussi. Je parle avec mon accent pourri français. Ils rigolent, ils voient que moi, je m'en fiche. Donc, voilà, c'est... Et Malcolm a été impressionnant pour ça parce qu'il avait une aisance qui a fait que même s'il se trompait, il n'était pas sûr, hop, il enchaînait la phrase suivante et il progressait très bien. Très vite, il s'est retrouvé à répondre aux journalistes. Voilà, super. Sergi Palencia aussi, qui est espagnol. Oui, en fait, ça fait plaisir parce que c'est facile avec eux, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de travailler avec des joueurs qui ont moins confiance en eux, plus timides, et de les voir au bout d'un certain temps plaisanter, être à l'aise dans le vestiaire, et ça c'est magnifique aussi. Et ça, toi, tu avais des retours sur justement comment il était dans un groupe. Tu arrivais à avoir un peu ce retour-là? Oui, c'est souvent les kinés qui me disaient « Ah, ça y est, on parle français », parce que les kinés parlent beaucoup pendant les séances. Et c'est souvent les kinés qui me disaient « Ah ben ça y est, c'est cool, on parle français maintenant, il est capable il comprend ce que je lui dis ». Et comme souvent il était franco-français, ils ne se rendent pas compte, ils utilisent plein d'expressions et le joueur aussi, il parle vite. Mais non, c'est ça qui est génial. Moi, quand je les vois plaisanter en français, c'est là où tu sens il se lâche et c'est super. Ta méthode, elle est différente si la personne est brésilien, si il vient d'un pays d'Afrique anglophone, ou tu t'adaptes beaucoup à... Oui, j'essaye de m'adapter, mais en fait, si le joueur, les joueurs brésiliens à qui j'ai enseigné le français parlaient que portugais brésilien, donc avec l'espagnol, j'arrivais un petit peu à me débrouiller, mais j'avais envie de vraiment bien leur expliquer le français. Donc du coup, je me suis mise à apprendre beaucoup cette langue et de comprendre aussi comment marchait le portugais brésilien au niveau de la grammaire pour essayer de faire des comparaisons avec le français. Et ça m'a vachement servi parce que du coup, je leur expliquais ça, c'est ça en français. Et du coup, ça... Et puis eux, ils voient que je fais l'effort aussi de parler leur langue. Donc c'est sympa, ils ont envie. Ils se disent « Ah ouais, quand même, c'est décarcassé à nous expliquer ça ». Parce que justement, c'est des joueurs en général qui recherchent des personnes de confiance, non? Oui. Quand ils arrivent dans un pays, ils connaissent personne, ils ont que autour d'eux des gens qui veulent juste qu'ils soient bons sur le terrain, mais après des gens de confiance, c'est ce qu'ils recherchent. Oui, après la confiance, ça s'établit, quoi. Hein. Ouais. Voilà, ça dépend comment moi je vais être avec eux aussi. Je pense qu'ils voyaient justement de mon expérience à l'étranger. En fait, c'était pas des tests, mais je pense que c'était des premières petites choses qu'ils me demandaient de leur vie privée. Moi, j'étais là à chaque fois pour les aider, ou quand la copine a besoin de quelque chose de féminin, donc hop, j'étais là aussi. Ils voient que ça sorte pas, donc ils me demandent un petit peu plus, des choses différentes. Et à force, oui, il y a un vrai lien de confiance qui est établi, mais c'est naturel, naturel. Et pour moi, c'est capital. Bon, les cours de français, c'est une chose, mais ce lien-là, pour moi, c'était très important de ne pas le rompre, même si des journalistes essayaient justement d'avoir des infos un peu secrètes, où ils habitent, qui est là actuellement, est-ce qu'il a une copine, est-ce que... C'était hors de question de répondre à ces questions. Après, au club, il y a une personne qui était responsable de l'intégration, plutôt du côté administratif, qui les aidait aussi beaucoup pour trouver un appart. Voilà, tout ce qui était administratif. Mais bon, très vite, ils ont quand même tellement de problématiques, il y en a tellement de joueurs qu'ils sont obligés... On se dispatche aussi, voilà. Et puis en cours de français, on a un moment privilégié. On est seul ou à deux ou avec la famille. Et moi, j'ai quand même beaucoup habité à Bordeaux, donc c'est facile de leur indiquer tel resto, tel bar. Bon, à l'époque, on pouvait encore sortir. Ouais. Et du coup, c'est ça, c'est que c'est facile. Puis j'ai appris, moi, tellement de choses en étant seule à l'étranger. Voilà, il casse sa clé dans la serrure, il peut pas rentrer. Hop, et Anna. Ah ouais. C'était là. Et puis bon, moi, entre mes cours, j'arrivais à répondre ou à aller les aider, à trouver un appel. C'est dur quand on est tout seul à l'étranger, c'est hyper dur. Donc si je pouvais être là, je comprenais très bien
y a des gens qui voient que leur salaire ou je sais pas, en disant non mais ça va quand même, il est en France, on a tout à portée de main. Mais ils sont pas français, quoi. Moi, je comprends très bien que quand on est à l'étranger, tout est différent, on n'a plus aucun repère. Et toi, tu as pu voir dans d'autres clubs un peu ce qui se faisait, s'il y avait plus de staff? Oui, alors je sais jusqu'à Lyon, il y a Isabelle Diaz qui a l'air de faire un travail incroyable auprès des joueurs. Je la connais pas personnellement, j'ai juste entendu parler d'elle et apparemment c'est impressionnant tout ce qu'elle fait. Justement, j'en parlais, je te le disais en off, mais ce que m'a dit Jean-Pierre Dolly, donc qui travaille en conseil dans le monde de l'entreprise et du sport, et il me disait, il travaille là pour une équipe de cyclisme marquée à Samsic, et il me disait que quand ils ont recruté Quintana et un autre coureur colombien, ce qu'il a préconisé au directeur de l'équipe, c'est aller voir en Colombie d'où ils venaient. Parce que si tu voulais vraiment retirer le maximum de la personne, du sportif, mais de la personne, il fallait savoir d'où il venait, il fallait mieux le connaître. Et donc, ils ont fait ce voyage-là en Colombie pour voir vraiment, pour le comprendre. Voilà, parce qu'ils investissent tellement. Après, dans le foot, peut-être c'est compliqué parce qu'il y a tellement de joueurs étrangers, mais avoir déjà cette approche-là, ça serait... Oui. En tout cas, la curiosité. Bah ouais. Cette curiosité-là, et si on n'a pas la possibilité de voyager, de passer du temps avec ce joueur, de parler avec lui, de comprendre pour justement pas critiquer ses réactions, mais juste essayer de comprendre qu'il y a tout un contexte culturel auquel il est habitué. Donc, Ou même comprendre s'il a du mal à apprendre la langue, il y a des raisons. Exactement. C'est ça. C'est pas voir juste un résultat, c'est voir tout le chemin que ce joueur a parcouru pour en arriver là et l'encourager. Et surtout qu'en général, c'est des parcours assez compliqués où ça va dépendre du joueur, mais c'est quand même des histoires derrière qui peuvent mais c'est impressionnant, les sacrifices pour arriver à ce niveau. Même les jeunes du centre de formation, je les côtoyais tous les jours, d'être éloignés des familles ou d'être loin. C'est deux petits Argentins là, avec qui je travaille le français. J'étais fascinée. C'est impressionnant, la maturité qu'ils avaient à 16 ans, d'avoir quitté leur village en Argentine, d'être là tout seul, sans les familles, en plein hiver, Covid. Impressionnant. Et aller sur le terrain, tout donner à l'entraînement, à la salle, c'est incroyable. Et tu as ce truc-là aussi, quand même, qui est faux dans le foot, plutôt professionnel, mais quand ils recrutent un joueur, ou un entraîneur aussi, mais le lendemain, il est déjà sur le terrain. Aucune période d'adaptation. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est pas plus mal quand même. Du coup, il est déjà dans son bain, il montre ce qu'il sait faire. C'est là où il se sent le mieux aussi. Ouais, je pense. Ça doit aussi avoir un petit côté... positif, c'est là où il peut vraiment montrer ce qu'il sait faire. Donc, mais dans la vie normale, ça se passe pas comme ça. Parce que t'es expat dans un pays et tu vas prendre un temps, tu vas arriver quelques semaines avant, tu vas essayer de comprendre la culture et tout. Mais moi, dans le boulot, on m'a souvent mise dedans aussi. C'est peut-être pour ça, tu vois, que je fais un mini parallèle, parce que moi, c'était pas dans le sport, mais dans le boulot. Et à la cour pénale ou quoi, moi, j'ai attaqué le jour J. T'arrivais oui, même en Tanzanie. Parce que j'avais pas le choix sur mon billet d'avion, et je crois le lendemain ou le jour d'après. Mais tu dis que c'est pas plus mal. Bah ouais, t'es dedans, t'es fatigué, ça prend du temps. Je pense que ça prend 2 bonnes semaines avant de bien dormir, de se sentir bien. Et plus on plus on voyage, plus ça arrive, plus l'adaptation est rapide. Mais toi, t'as pas la pression à ce moment-là médiatique que tu fais ton mauvais match le premier jour et on t'attaque. Non, moi, si je loupe un truc, je me fais pas. C'est pas grave, c'était la cour pénale, c'était pas grave. Ouais, voilà. Tu travailles aussi pour le centre de formation, mais c'était en parallèle. Comment ça se passe? Oui, en fait, les cours en fonction des dispos de chacun, je faisais mon planning. Et j'avais les jeunes donc, du centre de formation étranger en français et puis des joueurs français en anglais. Ok. Ouais, des petits jeunes de la réserve qui voulaient apprendre l'anglais. Ça, c'était super parce qu'ils avaient plein de projets. Et voilà, la première question, c'est toujours pourquoi tu vas apprendre l'anglais? Pour que moi, je puisse adapter les cours à leurs envies. Donc, ça, c'était voyage. Il y en avait plein fascinés par les États-Unis. Donc voilà, j'ai essayé de mettre pas mal justement de foot américain aussi, du vrai football, pas soccer, quoi. Voilà, qu'ils puissent entendre l'accent américain ou l'accent britannique pour ceux qui visaient la première ligue, d'essayer de les mettre dans... Et ça, c'est les joueurs qui te demandaient ou c'était pas via le club base, c'était pas obligatoire? Non, c'était pas obligatoire. Ils en parlaient au chef du centre de formation qui me contactait, au responsable des études, et il me disait, voilà, Anna, tu auras tel et tel jeune. Mais ils avaient déjà aussi des cours d'anglais de leur formation classique ou pas forcément? Oui, je pense du bac, parce qu'à Bordeaux, il faut qu'ils passent le bac, tous.
Et du coup, ouais, des cours du lycée, mais bon. Je sais pas comment c'était, toi, le lycée, mais moi, au bac, je parlais à peine anglais et espagnol. C'est plus après que j'ai appris. Puis là, il y a un objectif pro, foot, un peu plus relax qu'au lycée. Et les entraîneurs aussi, ils te demandaient, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je le vois dans ce podcast, tout le monde me dit, quand je leur dis qu'est-ce que vous conseillez à des entraîneurs ou des joueurs, il faut qu'ils apprennent les langues. Ouais. Ah oui, il faut qu'ils apprennent. Et ça, ils le savent, ils s'en rendent compte. Et oui, mais la majorité, en tout cas, il y a eu pas mal de coachs étrangers aussi à Bordeaux quand j'étais là. Et oui, ils parlaient plusieurs langues. Ça, c'est super important. Et puis, c'est un plaisir aussi de s'ouvrir. Souvent, en plus, les coachs voyagent beaucoup. Donc, ils ont cette ouverture-là, cette curiosité aussi. Ouais, un coach encore plus qu'un joueur. Quand tu pars dans un autre pays et tu dois manager 15-20 joueurs du pays où tu arrives, si tu ne comprends pas la langue ou la culture, t'es mort. Donc, voilà. Souvent, ça fait un peu un choc au début et puis après, on s'adapte. Ouais, moi, je le vois plus ceux qui partent en Afrique où eux, ils doivent comprendre des histoires d'ethnie, de relationnel, culturel. Et peut-être que si c'est inter-Europe, ça va. C'est pas si compliqué s'adapter culturellement. Toi, c'était à Bordeaux, c'était un entraîneur de quel pays? Portugais? Voilà, portugais. Ouais, c'était peut-être un peu moins compliqué comprendre. Oui, c'était moins de choc culturel. Il y avait Ricardo qui était brésilien, mais qui était venu aussi à Bordeaux avant. Il y a moins de choc culturel. Oui, il y a moins le choc, mais c'est ça, tu as entièrement raison. Oui, mais je pense que pour moi, les très bons entraîneurs ont cette ouverture-là, justement, c'est cette intelligence-là de se renseigner bien sur la culture du pays dans lequel ils vont. Observer, lire, parler à beaucoup de personnes, beaucoup d'entretiens, essayer justement d'avoir cette vision globale et pas arriver... C'est clair. C'est sûr que ça, ils ont cette intelligence-là, comme tu dis. Oui, je pense. Et sûrement aussi, ils ont ton livre aussi à côté, quand même. Sur la table de nuit. Pas encore, mais bientôt. Les conjoints, ils n'en peuvent plus de voir ce livre. Parce que là, tu as eu des très bons retours de ton livre, justement, ou en tout cas, ceux qui l'utilisent, ils sont contents et ça sert beaucoup. Non oui, voilà, c'est ça, en fait, qui me montre qu'il y avait ce besoin-là. Parce qu'à la base, pour moi, c'était ton outil de travail à toi. Oui, c'était mon outil. Et comme j'ai eu quelques demandes de proches, je me suis dit, bon, peut-être que c'est dommage de le garder pour moi. Moi, ça n'a aucun intérêt d'avoir cet outil chez moi. Donc, j'ai commencé à en parler un petit peu plus. Et oui, j'ai été contactée par Lyon, par Monaco, par le TFC, et après par plein de personnes qui travaillaient dans d'autres clubs, dans de grands clubs aussi, sans que ça passe par le club en lui-même. Les préparateurs physiques, des éducateurs. Et voilà, là, il est pas mal utilisé. C'est très sympa, les retours des gens qui me remercient d'avoir ça. Mais en toute humilité, quoi, vraiment en disant, voilà, ça m'aide beaucoup pour mes projets futurs aussi. Ouais, pour anticiper un peu. Voilà, pour et même anticiper. Si tu vas à un entretien, tu veux aller dans un pays anglophone et voilà, ça t'aide de donner quelques pistes pour écrire ton dossier de candidature si tu es entraîneur. Voilà, ouais. Et puis ou des profs de langue même qui enseignent à des joueurs et ils connaissent pas le vocabulaire du foot, donc ça leur permet d'avoir cet outil. Ou des traducteurs, pareil, des interprètes qui ne sont pas spécialisés dans le foot, ça leur permet d'être plus précis sur leur traduction. Les journalistes aussi, pour poser directement leurs questions aux joueurs sans passer par l'interprète. Moi, ça m'est arrivé, j'étais très contente de ne pas avoir à traduire. Et le joueur, du coup, comprenait directement. Ce sont de chouettes échanges, quoi. Direct. Il y a ce métier-là, mais c'est encore différent, c'est d'interprète. Mais toi, à Bordeaux, il n'y avait pas tous les entraîneurs qui venaient, c'était un peu toi, finalement. Oui. Ok, c'était complètement toi. Mais tu n'étais pas sur le terrain. Non, j'étais pas sur le terrain. Non, parce qu'on préparait. Là, quand le staff est arrivé en mars-avril 2019, il voulait tout faire en français. Donc, je donnais des cours tous les après-midi à chacun au coach principal. Et après, ils étaient par petits groupes. Et le matin, je préparais certains entraînements avec eux pour mettre toutes les consignes. Mais ils faisaient ces speeches assez rapidement en français. C'était impressionnant. Les 5 ont parlé hyper rapidement. Ils étaient très, très, très motivés. Je ne sais pas si on peut faire des généralités, mais je vais en faire une. Les Portugais, ils apprennent le français à une vitesse en général. Est-ce que toi, tu as vu des pays, des gens qui, tu peux dire, les Brésiliens, ils ont une facilité pour l'accent ou pour
d'autres ont un peu plus de... Oui, en fait c'est un peu difficile parce que pour moi, c'est vraiment la personnalité qui va faciliter. Un joueur, même espagnol, qui va être hyper timide et très complexé pour plein de raisons, va avoir plus de difficultés qu'un joueur, par exemple, je sais pas, chinois ou quoi, qui lui sera tout content de tenter et apprendra plus vite comme ça. Après, oui, il y a l'espagnol, c'est vrai que c'est une langue qui est relativement proche, l'italien, le portugais aussi. C'est vrai que les Brésiliens ont une... Enfin, en tout cas, les joueurs que j'ai connus, ils ont une telle aisance, ils sont très tranquilles dans leur façon d'être, donc culturellement, voilà. Donc en fait, les cours se passent de façon très détendue. On apprend, on rigole, on se trompe, on recommence, et ça se passe super bien. C'est une question de confiance en soi. Une fois qu'ils ont la confiance, là, ça peut vraiment, vraiment décoller. Et qu'est-ce que t'en penses de point de vue extérieur, comme ça, quand tu vois Di Maria, ça fait... peut-être 5 ans qu'il est là, il ne parle pas français. Il vient d'où le problème? Ou il ne répond pas en français. Peut-être qu'il parle. Mais je ne le connais pas, alors c'est difficile pour moi. Je ne sais pas si, voilà, lui, peut-être... c'est là, la timidité, il ne veut pas se tromper, il veut faire passer les bons messages. Ils sont tellement sous pression avec les réseaux et tout. Je pense qu'il peut-être, je ne sais pas, hein, mais il n'aimerait pas peut-être être critiqué sur son accent, sur sa façon de s'exprimer. C'est plus facile dans ta langue native. Déjà que c'est pas évident toujours de bien se faire comprendre. Surtout après un match, t'es crevé. Je sais pas si c'est ça. Peut-être que oui, ça serait intéressant de... Parce qu'en fait, quand un joueur étranger va parler la langue du pays dans lequel il joue, ça entretient un super lien avec les supporters, avec les journalistes, et c'est ça peut-être qui serait intéressant pour lui d'essayer. Moi, je lui conseille vraiment d'essayer ça. Et ça, t'en parlais, c'était un de tes sujets, dire, regardez, c'est important pour justement créer un lien. C'est ça. La première rencontre, je leur disais, je sais que les cours de langue, c'est pas facile, vous êtes fatigué après les entraînements, mais regarde, tout ça, ça va t'apporter tout ça. Dont un lien privilégié avec les supporters. Et oui, et quand ils voient qu'en effet, pour signer les petits autographes à la fin des entraînements, ils arrivent à échanger avant la photo et tout. Ils sont très contents en général. Ouais. Tu faisais partie du staff, que c'est comment, ou tu étais un peu extérieur à ce staff ou Moi, j'étais liée au département sportif déjà. C'était le directeur sportif, mon chef. J'étais pas liée à l'administratif, ce qui était bien pour moi parce que j'étais vraiment... tout était lié au sportif. Et tu faisais partie des réunions quand tu es prof de langue, interprète et tout ce que tu as fait, mais tu faisais partie de ces réunions qu'ils pouvaient avoir en amont, je ne sais pas à quel moment. S'il y avait besoin de traduction, oui. Ouais. En fait, j'ai fait la pré-saison en 2019. Je suis partie aux États-Unis, à Washington, en Autriche, pour justement qu'on continue bien les cours de langue. Il y avait 2 joueurs étrangers qui venaient d'arriver, donc en même temps qu'on faisait la pré-saison, j'avais les cours, je leur donnais les cours, je prenais beaucoup de notes. Aussi pour aider les coachs après les entraînements à améliorer un petit peu leurs consignes. Sinon, après, au quotidien, non. Il n'y avait pas besoin, en fait. Après, quand on disait que ça serait important, c'est très important de savoir d'où vient ton joueur. Et on se posait beaucoup de questions comme ça quand tu étais à Bordeaux, ou en tout cas, on venait te voir et essayer d'avoir des informations sur le joueur. Oui, en fait, quand j'étais toujours en freelance, là au début, souvent le coach, moi je le connaissais pas parce que j'étais pas salarié du club, donc j'allais directement chez les joueurs, mais le coach demandait à une personne de l'administration de me contacter pour savoir comment allait le joueur. Ah ouais. Voilà, donc ça je devais faire après chaque cours, fin de chaque semaine, faire je partageais un peu mes impressions sans trahir le joueur si ça allait pas, ou en tout cas pour quelle raison, dire là il a des petits soucis personnels, sans jamais rentrer dans les détails. Mais oui, c'était un peu bizarre pour moi que le coach sache un peu cette relation-là de confiance qu'on avait pour demander, alors quand je l'avais jamais rencontré lui-même. Mais ça montre que le coach, il se rend compte qu'un joueur qui va bien dans sa vie perso, il va être plus performant pour lui. C'est pour ça que ça l'intéressait. Ouais, voilà, je pense. Ah oui, pour moi, c'est ça, ce qui était capital, c'était de faire que le joueur, quand il est à l'entraînement, il est hyper serein, vraiment très concentré sur son entraînement, parce qu'il sait que, s'il y a sa copine...
qui est là où sa famille, ben voilà, grâce aux cours de français ou tout ça, ils sont bien. Quand il va rentrer chez lui, sa copine, elle sera allée au ciné, elle aura rencontré d'autres femmes de joueurs, elle aura fait sa vie. Et lui, il est très détendu, c'est important. Ils étaient très, très, très reconnaissants, très respectueux, toujours hyper ponctuels. À prévenir s'ils avaient finalement blessé, rendez-vous chez le kiné ou une interview, toujours me prévenir. Quand j'allais chez eux, j'avais toujours le petit thé, tous les petits stylos préparés, vraiment hyper reconnaissants parce que tu avais créé le lien, quoi. Ouais, puis eux, ils étaient, oui, je sais pas, c'était des personnes très, très sympas aussi, donc... Et la suite, c'est quoi pour toi? C'est quoi ta suite avec là, tu te donnes à fond sur ce Oui, ton je suis fraîchement licenciée, donc ça fait un mois, donc ça me fait bizarre aussi. On a entendu parler de vous. Du plan social. Ouais, on a été 25 du coup CDI. Donc voilà, j'en faisais partie. Et en fait, moi, j'avais créé la structure pour vendre mon lexique, pour avoir une structure, pour pouvoir le vendre. Mais maintenant c'est mon boulot à plein temps. Ça prend énormément de temps. Et vu que j'ai pas mal de retours et des demandes dans d'autres langues, c'est ça me prend énormément ça prend tout mon temps, mais c'est super. J'ai été contactée par un club de rugby aussi pour le créer aussi pour le vocabulaire du rugby. Donc ça serait encore un autre projet. Un nouveau challenge, mais ça serait génial. Dans le hand et le basket aussi, j'ai eu des demandes. Mais je pense que le prochain sport sera le rugby. Et voilà, voir avec peut-être l'UBB ou en tout cas un autre club qui me laisserait aller regarder les entraînements, prendre comme j'ai fait avec Bordeaux, pouvoir avoir des entretiens avec des personnes spécialisées donc dans l'équipement. Ouais, on se rend pas compte de ce travail-là. Qu'il y a derrière de terrain en fait, parce que cette info elle n'est pas sur internet. C'est flou, ça change, il y a plein de termes différents. Alors que là, par exemple, si je vais avec le spécialiste du matériel d'entraînement de rugby, hop, on va dans la salle où il a posé tout son matos. Moi, je prends des photos, parce qu'après, c'est l'illustrateur qui fait les petits dessins, et on note tout le vocabulaire. Je le cherche en anglais, par exemple, avec la personne native, un rugbyman qui parle anglais. Donc c'est la langue, et puis ensuite tout préparer et faire ça dans chaque domaine. Mais c'est génial en fait, pour moi j'adore ce travail de recherche et puis de rencontre, parce que c'est sympa, puis ça valorise ces professions dont on parle pas beaucoup ici, qui sont hyper importantes. Donc c'est ça, et puis peut-être créer une appli. Voilà, il faut juste trouver le financement, les bonnes personnes qui ont aussi cette même philosophie de travail. De passion, de transmettre des informations, d'échanges tout le temps. Mais de l'appli, c'est plus facile. Puis on peut écouter les sons. J'aimerais créer des jeux. Donc là, j'ai... Gros projet en perspective. Voilà, tout est prêt. Cahier des charges, tout est prêt. Il faut juste trouver quelqu'un qui serait passionné, intéressé par ce projet. Tu vas trouver parce qu'on sent que ça intéresse. Comme tu dis, il faut quelqu'un qui ait la bonne philosophie. Mais il y a un besoin, c'est interminable le nombre de personnes que tu peux toucher. Ouais, c'est ça qu'on peut aider, c'est ça qu'on peut vraiment aider à acquérir tout ce vocabulaire petit à petit et jouer. Et à tout niveau aussi, parce que ça peut être des entraîneurs professionnels. Le dernier qui m'a contacté, c'était un éducateur des U10, l'équivalent en Finlande, un autre en Angleterre. Après, il y a Niko Kovac, qui est l'entraîneur de Monaco, qui m'a aussi contacté. Et t'imagines que ça puisse toucher, intéresser Niko Kovac à Monaco. Et un formateur en Finlande. Et c'est génial, moi je suis ravie. C'est génial. C'était ça l'objectif, de pouvoir toucher un maximum de personnes et les aider. Bon, en tout cas, Annabelle, je te souhaite que des bonnes choses pour ce projet. Merci beaucoup. Et j'espère que tu vas aussi pouvoir apporter ton savoir dans un club prochainement, parce que je pense qu'ils auront besoin de gens comme toi. Merci beaucoup. Donc merci pour ton temps et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Annabelle. Sport, voyage, accueil, échange, partage, accompagnement, psychologie. Annabelle réussit à allier tout cela dans ses activités. Et son profil rare me semble aujourd'hui indispensable pour un club de foot professionnel. Merci beaucoup Annabelle pour ton accueil en terre girondine et ce moment de partage. Il est certain que tes lexiques Kick-Off United vont pleinement contribuer à l'intégration et l'épanouissement pour tous ceux qui sont en dehors de leur surface. Voilà, vous venez d'écouter le 18e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt.